Allez, on va prendre la direction du bureau de Jean-Paul Dietsch. Alors, bonjour Jean-Paul. Bonjour François. Alors, toi, tu es dans le Périgord, on n'est pas très loin. J'ai découvert ça tout à l'heure en t'appelant, en te proposant de participer. Tu es vers Périgueux, hein? Exactement, c'est ça, je suis dans le Périgord. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû sentir que c'était l'épicentre du monde de la radio, puisque vous y êtes Ouais, aussi. Donc, on est pas en très train de se loin. rassembler ici, voilà. Voilà, effectivement, la Corrèze et le La Périgord Dordogne. qui est pas très loin. Exact. Jean-Paul, on rappelle que tu es directeur général adjoint de la CPM, OJD, qui certifie alors la presse, évidemment, beaucoup de médias, et également la radio sur le digital, c'est-à-dire l'écoute en ligne de la radio. Et tu as publié, ton organisme a publié il y a quelques jours les premières tendances de l'écoute de la radio, plus 15% d'écoute de la radio en ligne sur la première quinzaine de confinement, c'est-à-dire entre le 15 mars et le 31 mars, grosso modo, par rapport à une période normale. Ça a donné du baume au cœur aux radios, alors que Médiamétrie, malheureusement, n'a pas la possibilité pour l'instant de mesurer cela. D'abord, pour quelles raisons avoir décidé de publier comme ça une vague un peu exceptionnelle sur les radios en ligne? Alors, effectivement, François, la CPM, c'est OJD, c'est la grande maison de la certification de la diffusion des médias, historiquement, hein, puisque ça assure cette mission de transparence pour la presse depuis des dizaines et des dizaines d'années. Plus récemment, effectivement, les radios sont venues solliciter je dirais ce besoin de contrôle et de certification par un organisme tiers, mais cette fois-ci, je dirais à la différence de Médiamétrie historiquement, qui réalise un sondage, enfin une étude d'audience justement. Nous, notre savoir-faire est celui de l'OJD de la CPM, c'est le contrôle de la diffusion déterministe, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires, le nombre de visites ou de pages vues pour un site, et là en l'occurrence c'est le nombre de sessions d'écoute. Donc on n'est pas sur de la couverture, sur de l'audience, mais on est vraiment sur ce qu'on appelle les sessions de streaming, et à partir du moment où ça peut être dénombré, c'est-à-dire qu'on est sur une mesure exhaustive, eh bien on intervient lorsqu'on est justement capable de le contrôler. Alors juste un petit mot peut-être. Donc on le rappelle, hein, ça n'est pas du tout la même méthode que Médiamétrie. Aucunement. Les deux méthodes, d'ailleurs, les deux chiffres ne peuvent pas se comparer, encore moins s'accumuler Tout à fait. et se complètent. En fait, au final, là, vous n'êtes même pas concurrents puisque vous êtes sur deux mesures complètement différentes, hein. Totalement complémentaire. J'ai envie d'utiliser la même image que l'on utilise et avec qui on travaille d'ailleurs avec Médiamétrie également. C'est que l'OJD, historiquement, contrôle le nombre d'exemplaires vendus d'un magazine ou d'un titre de presse. Et en revanche, en parallèle, il y a quand même une mesure d'audience qui vient mesurer le nombre de lecteurs, puisqu'il peut y avoir plusieurs lecteurs par titre de presse. Et c'est exactement la même chose. C'est complémentaire, c'est deux données différentes. Et c'est en ça qu'on assure la complémentarité de la donnée. Avec simplement cette petite chance, puisque aujourd'hui, les nouveaux médias nous donnent beaucoup plus de facilité technique pour en contrôler justement les volumes de diffusion, c'est que on a cette chance de pouvoir continuer malgré la période de crise un petit peu compliquée, puisqu'en gros, la méthodologie, quelques mots sans rentrer dans la technique, mais consiste à contrôler les logs de diffusion, donc les serveurs de diffusion justement de ces fameux streams. Et donc, du coup, un serveur, lui, ne connaît pas la crise, j'ai envie de dire, et continue de délivrer ses flux et ses streams tous les jours à tous ceux qui les demandent. Voilà. Alors, 15% d'augmentation de la radio en ligne. Pourquoi avoir publié une vague exceptionnelle? Ça a été une demande du marché, j'imagine? Exactement, François. Exactement. Et une demande en plus, pour le coup, assez unanime. Pour rappel, la CPM, c'est une association interprofessionnelle du marché des médias. On appartient aux éditeurs, on appartient aux agences médias et on appartient aux annonceurs. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je l'ajoute, c'est-à-dire que c'est à l'unanimité que ce marché-là a demandé justement
d'avoir une tendance parce que donc ils vous ont appelé, ils vous ont dit voilà, Médiamétrie peut rien nous donner, est-ce que vous avez au moins quelque chose pour se mettre sous la dent puisque nos annonceurs le demandent. Je caricature, c'est ça en fait. Alors ils nous ont pas parlé de Médiamétrie, mais oui, ils nous ont demandé est-ce que effectivement c'est ça, c'est les annonceurs et le marché a besoin de chiffres, a besoin de montrer qu'il y a une activité parce que en fait outre la période de crise qu'on vit, il y a une vraie période un petit peu de défiance ou de méfiance sur la bonne parution, la bonne livraison des médias, la bonne activité. C'est-à-dire, tout le monde se pose la question de savoir ce qui se passe chez nous et dans nos maisons parce que on le sait pas étant donné qu'on ne se voit plus, on ne se croise plus. Donc on a un petit peu cette méfiance et en fait le marché, les investisseurs ou les acheteurs de publicitaires effectivement se posent la question. On se pose la question de savoir si les titres de presse continuent de paraître. On se pose la question de savoir si toutes les radios diffusent bien et sont bien consommées. Et donc oui, il y avait il y avait un vrai besoin pour les éditeurs de montrer qu'ils sont toujours là, même s'ils sont confinés, et les agences médias pour prouver effectivement aux annonceurs qu'il y a une activité, il y a un vrai besoin d'animer ce marché. Alors, plus 15%, on va enfin les commenter, ces chiffres, hein. Ils sont assez impressionnants. On pensait que les Français étaient allés massivement regarder la télé. On sait que les audiences télé qui sont quotidiennes sont assez exceptionnelles, notamment les journaux d'information et les chaînes d'infos. Mais ils n'ont pas délaissé la radio. Si on regarde les chiffres en ligne, on pensait qu'effectivement l'audience de la radio allait baisser puisque par définition, les gens écoutent la radio en voiture et du coup, ils prennent moins leur voiture, donc ils écoutent moins la radio. Et on regarde qu'en fait, c'est tout le contraire, en fait. Alors, c'est effectivement, au début, on s'est dit, on va faire une étude. C'est des études qui sont, alors pour le coup, assez denses, hein, donc beaucoup de travail. On a dit, on va faire l'étude sur cette première semaine de confinement. Et puis, la première semaine de confinement, on s'est dit, ah oui, mais peut-être que les gens sont tournés plus vers la télé en cette première semaine, plus que sur la radio. Donc, on a fait après la deuxième semaine. Et puis, finalement, on a vu que ces 2 semaines étaient très impactées. Et d'ailleurs, dans la publication qu'on a fait dernièrement, vous avez bien les 2 semaines qui sont contrôlées. Et on voit, effectivement, outre les scores records pour les radios d'information généraliste ou d'information thématique. Plus 130% pour France Info. Hein, c'est ça. C'est assez impressionnant. Hein. Alors, c'est très impressionnant, mais c'est tout à fait normal, je pense, pour 2 raisons. Pour une raison, c'est qu'effectivement, il y a une écoute de la radio qui existe et France Info est une marque qui n'est plus que jamais identifiée comme une marque d'info, mais c'est pas la seule. Les autres radios généralistes aussi ont absorbé beaucoup parce que diffusent de l'information, ont absorbé et enregistré beaucoup de diffusion et puis les musicales aussi. Par exemple, on a M Radio qui est à plus 47% d'augmentation. Exactement. Ça prouve qu'il y a quand même une appétence pour la radio musicale aussi. Hein. TSF Jazz avec plus 30%, France Musique avec plus 31% sur la première semaine. Mais j'ai envie de dire, ce qui est presque plus significatif, c'est un Radio Pomme d'Api avec plus 254%, François. On imagine très facilement… Ce qui n'est pas étonnant. Voilà comment les parents essayent d'occuper leurs enfants. Et il y a aussi quelque chose qui est très significatif selon moi dans ces 2 premières semaines de confinement, c'est les radios d'outre-mer. On note Réunion, plus 318% d'écoute. Martinique, plus 109% d'écoute. La Guadeloupe, plus 125% d'écoute. On sait que c'est des contrées françaises qui sont un peu délaissées par forcément la distance et l'accès aux médias en général, même l'accès au réseau parfois est compliqué. Je sais que le gouvernement et notre ministère de tutelle travaillent beaucoup à cette équité, mais là on voit une explosion totale de l'accès à la radio par Internet, donc par une box Internet, par un téléphone mobile, par une tablette, par tout ce qui se connecte en fait. Et du coup, on note bien là la vraie utilité justement de ce type de diffusion. Et donc simplement, je me permets François, c'est oui, il y a forcément une croissance
l'écoute parce que on est dans l'attente d'avoir des médias, on est dans l'attente aussi de participer à tout ça. En revanche, je pense aussi, et c'est selon moi, que la radio, on le sait, traditionnelle et hertzienne est largement écoutée quand on est dans son véhicule en transport. Là, aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus l'occasion de pouvoir circuler avec son véhicule ou très peu. Et je pense qu'il y a vraiment un relais parce que quand on est à la maison, aujourd'hui, notre maison est toute connectée et l'écoute de la radio se fait effectivement beaucoup en ligne et donc connectée. Voilà. Alors, j'ai deux questions à te poser. Une qui fâche moins. Je commence par laquelle? Allez, je commence par celle qui fâche. Dans ce classement, il n'y a ni les radios du groupe Lagardère, hein, Europe 1, Virgin, RFM. Il n'y a pas non plus les radios du groupe M6, hein, RTL, Fun Radio, RTL2. Tu peux nous rappeler pourquoi? Puisque c'est vrai qu'à chaque fois qu'on publie, on nous dit oui, mais il n'y a pas Europe 1, il n'y a pas Fun Radio, il n'y a pas RTL. Pour quelle raison? Et c'est une frustration absolue, en fait, sachant que là, on aimerait savoir comment elles sont écoutées. Effectivement, on aimerait tous le savoir et nous, on serait ravis de les accueillir et de les contrôler. Parce que donc, en fait, il faut adhérer, hein, c'est ça. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, on est un organe de contrôle et de certification, un tiers de confiance du marché. Et dans le cadre, justement, pour assurer cette intégrité et cette impartialité, c'est un acte volontaire d'un éditeur de venir se faire contrôler. À partir du moment où si on forçait un éditeur de venir se faire contrôler, je dirais là, on perdrait un petit peu en impartialité et en intégrité parce que l'organe de certification viendrait imposer son contrôle. Alors, pourquoi ils veulent pas? Pourquoi ils veulent pas? Alors là, ça, c'est pas déjà à moi qu'il faut leur poser. Il faut poser la question. Il y a, je sais, dans des grandes maisons comme celle d'Europe 1 ou du groupe M6 RTL, des enjeux qui sont très forts. Il y a aussi peut-être plus de latence que dans des plus petits groupes. Je crois aussi que quand on est une très grosse machine, on met peut-être un peu plus de temps à bouger, hein, si j'ai envie de dire. C'est pas du tout péjoratif et ni dénigrant. C'est simplement que voilà, on fait des paris et ces paris-là doivent être mis en place et prennent plus de temps. Nous, ce qu'on souhaite effectivement, c'est que c'est qu'on puisse comparer les choses comparables et donc effectivement avoir en fait, il n'en manque pas beaucoup, hein, je crois qu'il en manque 2, tu les as cités François, et là vraiment la comparaison serait totale. Ouais. Donc est-ce que tu as des tendances là en exclusivité pour là les 10 premiers jours d'avril, les 9 premiers jours d'avril, puisque les chiffres qu'on a eus correspondaient à la deuxième quinzaine de mars, donc après le 16 mars. Est-ce que là, ça se confirme, les bonnes tendances pour les radios certifiées, donc celles qui sont effectivement dans tes machines pour la période là de début avril? Ouais, tout à fait. Sur la dernière… Là, c'est une exclue, là. Hein. Ouais, tout à fait. C'est une exclue et c'est justement c'est toute la complexité. Mais du coup, on va publier les chiffres de radio la semaine prochaine. Donc pour le mois de mars, puisque tu sais que c'est une publication mensuelle, hein, la CPM, on va les publier si tout va bien le 16 avril. Donc, je vous donne rendez-vous justement pour la publication des chiffres de mars et donc va contenir le mois entier. Ce que je peux vous dire, c'est sur le mois de mars et donc sur après le 22 mars, là où l'étude s'arrête pour le moment, la croissance est toujours incroyable, la consommation est toujours en croissance et la tendance sur avril se confirme. Voilà. Donc, voilà, on était à plus 15% sur la deuxième quinzaine. Sur avril, on va être sur à peu près la même chose, Alors, c'est un peu tôt parce que là, j'ai que quelques jours sur avril, hein, donc, mais il se pourrait que la tendance se confirme ou s'accélère. Voilà. Ah, ok, très bien. Tu reviendras peut-être nous en parler. Dernière chose, la CPM a lancé une mesure du podcast. Est-ce que là, pareil, vous avez des tendances pour ceux évidemment qui ont adhéré, hein, je crois qu'il y a quelques acteurs comme Acast et Ocha et d'autres. Est-ce que vous avez des tendances là sur le podcast? Alors, tu sais, nous, à la CPM, on est totalement transparent, c'est-à-dire que si les chiffres sont contrôlés, certifiés, on les publie. On n'a rien publié encore, François,
pour les bonnes raisons, c'est que on a lancé cette certification début d'année et malheureusement, ce début d'année a été un petit peu empreint de problèmes et de troubles. En revanche, on est en train, justement, la période permet techniquement de se caler avec les grosses plateformes de diffusion, puisque ça va être le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on va contrôler les logs, ce qu'on dit les logs de diffusion, justement sur la base des plateformes de diffusion, justement de ces podcasts. Et ce qu'on note effectivement, c'est peut-être pas une surprise que je vais dire, mais c'est pas un chiffre qui provient là de la CPM certifiée. C'est effectivement cette période, comme l'écoute de la radio est très live, effectivement, on peut s'attendre à ce que le replay, comme on l'appelle, soit un petit peu moins consommé, puisqu'on est en live et qu'on a l'occasion d'écouter toutes ces émissions en temps réel. Donc, pourquoi les réécouter à un autre moment? Donc, il y a ce principe-là, ce qui fait qu'effectivement, ce qu'on appelle les podcasts de replay ou de réécoute sont peut-être un petit peu en dessous d'une période classique où on travaille et donc du coup on n'a pas le temps d'écouter les émissions de radio qu'on souhaite. En revanche, il se peut que les podcasts dits natifs, donc la création pure Internet, pur numérique, ou des acteurs justement nouveaux sur le monde de l'audio, soient elles effectivement en croissance pour une bonne raison. C'est qu'on a publié aujourd'hui même la fréquentation des sites et des applications du marché et on voit que la croissance là est de plus de 40%, voire 100% pour de nombreux sites d'information. Comme on sait que les sites d'information sont les premiers à diffuser des podcasts, on peut s'attendre à une grosse croissance là, des podcasts sur la partie dite native. Voilà. Merci Jean-Paul Guetsch, bon courage pour la suite du confinement, merci pour ces éléments. On suit évidemment les publications de la CPM sur lalette.pro et on attend avec impatience le 16 avril pour avoir les prochains chiffres. À très bientôt, merci.